Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Là, au quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo-Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel les managers Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. « 37e sommet de l'Union africaine, dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur durables pour les matières premières, profil du prochain Premier ministre, prochain gouvernement. Mesdames et messieurs, un plaisir immense de vous avoir dans cette émission Entre les lignes. Voilà les sujets que nous allons aborder tout au long de l'émission. Eh bien, je reçois une personne que vous avez peut-être découvert pour la première fois dans ce numéro d'Entre les lignes. Monsieur Eli Mondonga, il est confrère, il est journaliste, il est surtout président directeur général d'une structure de la place, d'un média, nouveau média qui est en train de prendre de l'envol, Éco Télévision. Eli, c'est un plaisir. Merci de l'invitation. Une première, hein, une première, ouais. Chez vous, entre les lignes, mais également Congo Buzz. Une première. Une première. C'est Pourquoi? Avec grand plaisir. Pourquoi? Il faut dire que les confrères que nous sommes, nous n'avons pas l'habitude de nous inviter. Ça, il faut le dire. On a par contre l'habitude d'inviter les autres, souvent des politiques, pour nous qui faisons un peu des tribunes politiques. Et en tant que ceux qui reçoivent, il faut avouer qu'on a moins de temps pour parler. Parce que notre travail, c'est plus poser des questions que répondre aux questions. Et là, vous comprenez pourquoi c'est la première fois. On va rentrer dans le vif du sujet rapidement pour répondre aux besoins de nos téléspectateurs qui veulent découvrir ce que vous avez à dire sur ces questions que j'évoquais tantôt. D'abord, cette question, cet accord qui a fait polémique, qui a fait toller sur les réseaux sociaux, même sur la place publique, cet accord, ce protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières, sur donc la gestion de matières premières. Votre première réaction après avoir lu ce document signé par la Commission européenne, comment vous avez réagi? C'est scandaleux. Je trouvais ces protocoles d'accord très scandaleux. Ça, c'est la première réaction. Parce que l'intitulé en soi, soit c'est un gros mensonge, soit c'est un message de menace. Parce que quand on parle de la chaîne des valeurs durables pour les matières premières, alors qu'on nous a appris que le Rwanda n'en avait pas, soit c'est de la menace, soit c'est de la duperie. Mais on ne s'arrête pas à la première réaction. Parce qu'il faut aller, et je suis dans un cadre qu'il faut, il faut lire entre les lignes. Et c'est comme ça que la flagrance de ces protocoles d'accord m'a poussé à passer de l'autre côté pour prendre parole, parce que j'ai essayé d'analyser un peu. Je le vois dans deux angles. Oui. Le premier, soit l'Union européenne aujourd'hui, qui est un peu le vassal des États-Unis, respecte la politique étrangère américaine, qui constitue à travailler avec de petits pays sans aucune ambition de puissance pour déstabiliser les grands pays. Les exemples existent. Je peux vous donner l'exemple de l'Irak. On a déstabilisé l'Irak grâce aux petits voisins. Je peux donner l'exemple de l'Iran. Je peux donner l'exemple de la Russie. Vous vous rappellerez de l'URSS. Les révolutions soviétiques qui rentraient, tous ces pays, la Pologne et tous les autres qui rentraient subitement dans l'ère démocratique. On sait que c'est les États-Unis qui étaient derrière.
soit on respecte ça, parce que le Congo a un potentiel de puissance, peut-être supérieur même à celui des États-Unis. Et ce potentiel de puissance est extrêmement construit autour de l'industrie minière. Et on doit donc se servir des voisins qui n'ont pas vraiment le choix, hein, comme le Rwanda, l'Ouganda et compagnie, pour appliquer cette politique étrangère américaine. Très bien. C'est le premier volet. Ouais. Je voudrais vraiment citer les deux volets, et comme ça vous allez peut-être me relancer. Et le deuxième volet, c'est soit la réponse menaçante des Américains face à cette tournure que nous prenons dans nos échanges miniers avec les Chinois et le monde arabe. Parce que aujourd'hui, on doit le savoir, que les entreprises chinoises commencent à passer devant en termes de production minière en République démocratique du Congo, devant les entreprises... C'est la première destination des matières premières de la RDC. Effectivement. À travers le contrat du siècle, effectivement. Donc, les matières premières de la RDC vont premièrement en Chine. Voilà. Et ça tombe... Les coïncidences ne sont pas hasardeuses. Parce que c'est au moment où nous renégocions les contrats miniers, les contrats chinois, et qu'on a tous lu sur les lignes des journaux, et que ça va plus se rapporter à la République démocratique du Congo qu'un protocole d'accord est signé avec les voisins qui nous pillent depuis 28 ans pour la chaîne des valeurs des matières premières. Et on cite ces matières premières que le Rwanda ne possède aucunement. On parle de l'or et des lithium. Moi, j'ai retenu ces deux-là parce que c'est au cœur de la transition économique. Aujourd'hui, le dollar est très menacé. Sa puissance est très menacée parce que vous savez que les pétrodollars bientôt va mourir. Et ça, c'est la révolution que le BRICS a amenée. Et on va retourner à la valeur de l'argent équivalent à l'or. Donc, il faut que les pays mettent la main sur des réserves d'or. Et c'est toute la question, par exemple, autour du conflit du Sahel. Et les lithium, c'est simplement pour la transition énergétique, parce qu'il faut plus de voitures électriques, électroniques, tout ce que vous voulez. Et on a besoin de lithium, on a besoin de cobalt, du coltan également, si je ne me trompe pas, pour ces technologies à venir. Donc alors, vous comprenez que comme les entreprises occidentales commencent à régresser en termes de production minière et que ça va en Chine, pays avec lequel l'Europe et les États-Unis sont en course économique, on choisit le petit voisin qui peut servir de troubles faits, effectivement. Et donc, et moi je pense beaucoup plus, je ne donne pas de réponse exacte, je donne des scénarios. Je pense beaucoup plus au deuxième scénario, qui est le scénario de la menace. Et dommage parce que c'est le Rwanda qui accepte de jouer le garçon de course, et pour des sales courses en plus. Pour des sales courses. Vous avez dit qu'au Rwanda, il n'y a pas d'étain, il n'y a pas de coltan. Il n'y a pas d'étain, il n'y a pas de il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or. Moi, quand on nous apprenait la géographie, on disait que le Rwanda n'avait que une fleur rare comme richesse. Donc, si cet accord... Vos sources qu'au Rwanda, il n'y a pas de matière première, c'est quoi exactement? C'est des cours de géographie qu'on nous a fait à l'école. C'est à l'école qu'on nous a appris les pays africains. Moi, je me rappelle, à mon époque, j'avais un livre, ça s'appelait « Le monde dans ma poche », où on reprenait les pays, les capitales de pays, leur superficie et leur richesse stratégique. Vous pouvez retrouver cet ouvrage-là. Il n'y a pas de lithium au Rwanda. Je ne connais pas un territoire rwandais où il y a possibilité de produire le lithium. Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or non plus. Il n'y a pas d'or au Rwanda. Sauf si on va dans la thèse de Cohen, où dans des officines américaines se trouverait une carte de la République rwandaise, permettez-moi de l'appeler comme ça, où serait annexé le Kivu. Parce que ça aussi, ça se dit. Je n'affirme pas. Ce n'est que dans cette logique-là que cet accord peut se comprendre. Ça veut dire que les Européens considéraient que le Rwanda, c'est la géographie actuelle ajoutée au Kivu. Parce que si on ajoute les Kivu au Rwanda, on peut justifier cet accord. Si on enlève les Kivu au Rwanda, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de coltan non plus. Non. Où est-ce que vous trouverez ça? Et puis ils vont loin. Ça veut dire qu'il y aura de la raffinerie, de tout ça. Il y aura de la production.
Sur quel sol? D'où vient le coltan raffiné? D'où vient l'or raffiné du Rwanda qui est exporté à travers le monde, à travers les Émirats notamment? D'où vient ce coltan, cet or et toutes ces matières premières qui sont vendues à travers le monde par le Rwanda? Ça vient de la République démocratique du Congo. Et ça, ce n'est un secret pour personne. Combien de fois on a attrapé des organisations internationales que je ne citerai pas en flagrance avec les transports des matières premières? C'est ça même les nerfs de la guerre que nous subissons. Ça fait 28 ans qu'on nous attaque un peu gratuitement parce qu'il faut absolument piller les sols du Kivu. Et c'est les sols du Kivu qui produisent tout ça. Donc il faut comprendre que ces protocoles d'accord de l'Union européenne est un message le jour, comme pour dire que les raisons hégémoniques sont au-delà des raisons juridiques et des raisons humanitaires. Très bien. Ce protocole d'accord renseigne également qu'il y aura contrôle de la provenance des matières premières jusqu'à leur exportation et à leur transformation finale. Le contrôle se fera sur la traçabilité, l'origine et la destination. Est-ce que ce n'est pas une façon de sécuriser un peu ce vol de matières premières que vous dénoncez de la RDC? Si c'est une façon de sécuriser, alors c'est de la sécurité entre eux. C'est-à-dire que les entreprises qui vont venir faire les affaires désormais au Rwanda, ça va peut-être produire une législation entre eux. Mais non, on n'est pas une première. Ce protocole d'accord a été signé par la RDC en 2017, par la Zambie notamment. Oui. C'est pour contrôler l'origine et l'affectation de matières premières. Mais c'est hypocrite. La véracité Monsieur Dan, de l'origine de ces matières premières. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Si ils veulent le contrôle, alors qu'ils signent un protocole d'accord avec un pays qui n'a pas de matières premières. Ce contrôle de provenance-là, sera-t-il sincère alors que les termes premiers de l'accord ne l'est pas? C'est ça la question. C'est la question. Si on veut sécuriser les chaînes des valeurs durables pour les matières premières au Rwanda, il y a déjà un problème. Cette traçabilité-là, nous la connaissons. La provenance des matières premières, on le sait. Aucun analyste ne peut l'ignorer. Bon, ils vont contrôler la provenance d'où? Des mines d'or qui existent au Rwanda? Vous en connaissez des mines d'or au Rwanda? On va arrêter de se leurrer. Il y a une loi qui a été votée aux États-Unis, au Congo, j'ai oublié le nom, je crois la loi France Donde ou un truc comme ça, qui prévoit le contrôle de la traçabilité de la provenance des matières. Est-ce pour autant que le crime des minerais a arrêté au Kivu? Est-ce pour autant que les minerais des sangs a arrêté? C'est une forme d'hypocrisie. Mais après, moi, je ne me plains pas. Je ne suis pas dans une posture victimaire. J'ai tendance à dire que les relations entre États sont un peu faites de la force, où le droit est plutôt un argument pour défendre son point de vue essentiellement, où la justice n'a pas les mêmes sens que nous la définissons comme pilier qui élève une nation, où la justice, c'est plutôt la capacité de faire accepter son point de vue. Et ça se comprend dans cet ordre-là. Mais qu'on ne vienne pas nous vendre ici que l'on va sécuriser, l'on va vérifier la traçabilité. Vérifier la traçabilité qui commence déjà. Si c'était le cas, il devrait sanctionner le Rwanda qui est aujourd'hui fournisseur des matières premières. Vous le dites pince sans rire qu'au Rwanda, il n'y a pas de matières premières. Non, je le dis sans rire. Il n'y a pas de matières premières. Très bien. Sauf si les matières premières peuvent pousser, j'ai pas encore la trentaine, au bout de 30 ans, parce que moi j'ai appris qu'il n'y a pas de matières premières. Très bien. Alors, on va avancer, toujours dans le même ordre d'idée. Pourquoi, quand l'Union européenne a signé ce protocole d'accord avec la Zambie, un État voisin, pour la protection durable de ces matières premières, on ne nous sommes pas plaints? Il n'y a que le Rwanda qui nous fait réagir. Pourquoi? C'est particulier parce que j'aurais bien pu revenir à l'histoire pour expliquer pourquoi est-ce que le Rwanda et l'Ouganda, c'est inquiétant.
Parce que à la fin des années 80, quand tous les stratèges du monde ont compris que l'URSS va exploser, les États-Unis, l'Occident, l'OTAN en gros, a commencé à s'installer en Afrique. Il s'était déjà installé depuis les années 60. Vous vous rappellerez de ce que nous on a vécu, de ce que l'Angola a vécu, de ce que le Congo-Brazzaville a vécu. Les conséquences de la guerre froide. Ils vont se réinstaller dans les années 90. Mais comment est-ce qu'ils procèdent? Ils vont, comme je vous ai dit, dans la logique de la politique étrangère, utiliser les petits États pour déstabiliser la région. Et deux États principaux, l'Ouganda et le Rwanda. Où en Ouganda, le président Museveni devient président de la République en 86, avec un projet politique connu qu'il a défendu scientifiquement. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique centrale le connaissent. Et après, je crois, 10 ans ou 8 ans après, un autre va venir. C'est Kagame. Et on connaît exactement les relations de Kagame avec, les États-Unis, où il a été formé, où ses enfants ont étudié, où il a été ami des anciens présidents. Et la logique, c'est pouvoir contrôler la sous-région des Grands Lacs avec ces deux pays-là comme un peu des sous-traités. C'est comme ça que ça m'alerte personnellement quand il s'agit du Rwanda. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça m'alerte personnellement quand il s'agit du Rwanda, parce que le Rwanda est en guerre d'agression avec nous depuis 28 ans. C'est quand même le Rwanda qui a soutenu deux mouvements rebelles. En 97, disons pas que le AFDEL, c'est un mouvement rebelle pour ne pas énerver certains esprits, mais c'est le Rwanda et l'Ouganda qui ont soutenu l'AFDEL en 97. Quand l'AFDEL arrive au pouvoir et qu'il y a rupture d'accord, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui ont soutenu les RCD et les MLC. Et dans tout ça, les Congolais sont totalement innocents. Non. Ces agressions. Non. Je ne dis pas ça. Territoire congolais. Je ne dis pas ça. On a la responsabilité, nous, d'accepter ces agressions. On a la responsabilité de la faiblesse. Parce qu'on ne veut pas se construire en tant que puissance, c'est là nous revient nos responsabilités. Mais monsieur Dan, dans un monde qui se veut juste, ce n'est pas parce que l'autre est faible que votre force doit se justifier à tout prix. Soit alors on accepte le monde comme un état de jungle, on ignore totalement le droit international, ça n'a aucun sens. Soit alors on reste dans le droit international et on considère qu'une agression, c'est une agression, quoique nous sommes en posture de faiblesse. Non, ça s'explique qu'un général qui a affecté dans l'Est pour combattre les rebelles, mettre fin à l'insécurité, réduire la nuisance des groupes armés, et du jour au lendemain, il devient suffisamment riche, il commence à construire un peu partout. Est-ce qu'il s'agit toujours du Rwanda qui est en train de le pousser à commettre ces genres d'actes? Citez-moi un général dans les conditions que vous venez de décrire dans les années 70. Non, vous voulez qu'on inverse le rôle, c'est ça? Non. Je vais vous dire pourquoi est-ce que ces phénomènes existent. Dans les années 70, quand on était le Zaïre, avez-vous vu un général envoyé à l'Est devenir riche, commencer à construire partout? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas ce désordre. Je ne dis pas que ce général-là n'a pas tort. Je ne dis pas que nous n'avons pas la responsabilité dans ce qui se passe. Mais il faut savoir d'où ça vient. Ça veut dire que les êtres humains, c'est de leur nature de profiter des situations. Mais cette situation, qui en est le responsable numéro 1? Ça commence en 94, si on doit avoir la petite mémoire. Parce que on est venu nous agresser tranquillement chez nous, parce qu'on est venu avec... On a transporté une situation dans laquelle on n'avait rien à voir chez nous, que ce trouble fait-là à déstabiliser la région, que ces commerces-là de mines illicites à proliférer, et que les gens commencent à en profiter, Congolais, étrangers soient-ils. Mais dans les années Zaïre, ça n'existait pas. Quand on n'a pas connu cette agression-là, moi j'ai même envie de l'appeler invasion, il n'y avait aucun général qui était dans un circuit minier. Bon, je ne connais pas. Je sais que les généraux zaïrois, c'était des gens au front, et qui, sous un ordre de commandement, ils étaient d'ailleurs très efficaces. Aujourd'hui, c'est des gens qui profitent d'un désordre qui nous a été importé. Et
encore une fois, je ne fais pas que le procès du Rwanda. On en viendra d'ailleurs à la qualité de notre élite. Parce qu'il est vrai que tout ce qui arrive, c'est d'abord de notre responsabilité parce que nous n'avons pas une élite dirigeante capable d'avoir de sauts arrière dans l'histoire, comprendre ce qui se passe pour pouvoir projeter tout un peuple dans le futur. Est-ce que si au Congo on a rangé, on se comportait dignement, est-ce que le Rwanda aura la possibilité de tuer nos compatriotes? C'est une question un peu idéale. Ouais, un peu idéale. Parce que si on dit cela, alors le monde serait parfait. Et si j'ai dit oui, je justifierais comment dire, les États voyous, en quelque sorte. Je justifierais les gangstérismes d'État. Ça veut dire que le Congo peut se permettre, parce que l'Angola serait dans une posture de faiblesse, on va aller, on rentre, on prend des territoires. C'est un état de la jungle. Nous voulons des êtres. Mais est-ce que la chaîne animale un peu évoluée? Nous voulons des êtres dans la chaîne animale qui appliquent la justice. La justice a le rôle justement de protéger les faibles, de faire en sorte que les gens vivent dans un monde, même quand ils n'ont pas le même moyen. Ça veut dire quoi, monsieur Dan? Puisque vous êtes millionnaire, si ça vous chante demain, vous allez prendre la petite parcelle de votre voisin qui est pauvre? Non, tout simplement. Parce que le monde doit être juste, équitable. On a des lois et la justice internationale existe. Au niveau interne, un État doit se confirmer par ses éléments de puissance. Quand vous ne les justifiez pas au niveau international, ça c'est le monde. Ça ne fait pas de vous une proie. On va vous écraser. Non, ça ne fait pas de vous une proie. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Effectivement, oui, je suis les États sont des monstres. Je suis d'accord avec cette contradiction. Déjà, l'État, le Congolais lui-même, dans ce qui se passe, c'est vrai, on va dire, on condamne le Rwanda, mais déjà la part du Congolais, est-ce qu'elle n'est pas prépondérante? On peut en parler de la part du Congolais si vous voulez. Oui. Parce que je répondais ainsi, vous me posiez la question sur l'Union européenne et le Rwanda, donc il fallait établir les responsabilités de ces deux-là. Oui. Parler de la part des Congolais, moi je suis assez prêt. Parce que c'est ma critique de la société. On peut en parler. Oui. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu en 60. Au nom de notre irresponsabilité, on a connu les événements de 60 à 65. Des crises politiques, des crises institutionnelles, des crises sécuritaires, mutineries et tout ça. Et ça a conduit à 65. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu en 90. C'est ça, c'est là où se trouve notre part de responsabilité. Ça veut dire que quand la guerre froide s'est terminée et que l'ordre mondial, c'était la démocratisation de toutes les sociétés du monde, nous, on n'a pas eu une élite capable de résister à ça. Et qu'est-ce qu'on a connu en 90 ? On a connu une forme de démocratisation qui nous a apporté tous les déboires possibles. Ça veut dire qu'on a commencé par la conférence nationale souveraine. Les historiens me contrediront que moi je considère comme une erreur politique, parce que vous avez, il n'y a qu'à regarder des archives, la violence avec laquelle nous nous rentrions en démocratie, ça détruisait la nation. Ça ne nous construisait pas plus que ça nous détruisait. Et ça s'est soldé par quoi? C'est un débat. Oui. C'est un débat. Effectivement. Allez-y. C'est vraiment mon point de vue. Ouais. Ça s'est soldé par quoi ensuite? Par une crise économique et financière où l'argent à l'époque permettez-moi de dire ça. Oui, une inflation. Je ne sais même pas s'il faut l'appeler inflation parce que c'était énorme. Au point que certains coins de la République n'avaient même plus la possibilité d'user de la monnaie nationale. Et ça s'est soldé à quoi? Au pillage de 91, 93. Ça s'est soldé à quoi? À la marche des chrétiens de 92. Pendant 7 ans, on a connu des crises économiques, politiques, sécuritaires qui nous ont conduit à quoi? À 97. 97, c'est exactement 65. Bon, il y a des gens qui disent que c'était pas un coup d'État parce que Mobutu, c'était pas un démocrate, mais Mobutu était là depuis 32 ans. On l'a invincé par les armes. D'accord. Comme lui, il avait fait. Et aujourd'hui, nous vivons exactement la même situation. Crise financière, on a une inflation,
Depuis 2016 jusqu'à 2003, ça fait même pas encore 10 ans, mais nous sommes passés des 930 francs le dollar à 2800 le dollar. L'inflation est énorme, comme ça l'était dans les années 90. D'accord. Aujourd'hui, on vit les mêmes crises sécuritaires, avec énormément de similitudes d'ailleurs, que dans la période des 97-98. Les rébellions, les conflits interétatiques. Parce qu'il faut se le dire, l'armée ougandaise, pas plus tard qu'il y a quelques jours, était en Ituri, à la recherche, entre guillemets, de rebelles contre l'État ougandais. L'armée rwandaise, qui est ici, depuis des années d'ailleurs, à la recherche des anciens génocidaires, derrière les M23. L'armée burundaise, qui est ici. Maintenant, là, c'est l'armée sud-africaine. C'est exactement les événements de 98. Ça, c'est... Et notre responsabilité... Ça, c'est du point de vue, peut-être plus ou moins historique, avec quelques nuances près. Oui. Mais il faudra que, en tout ça, qu'on essaye, en tant que Congolais, essayer de réfléchir, voir dans quelle mesure nous, Congolais, nous devons nous prendre en charge, comme le disait Laurent Désiré Kabila, pour justement juguler la crise. Ça, c'est aussi important. Je suis d'accord avec vous. C'est comme ça que ma critique se porte au niveau de notre incapacité d'avoir de la mémoire longue. Parce que la description que je vous fais, on dit les mêmes faits produisent, les mêmes causes produisent les mêmes faits. Ça veut dire que si la situation de 98 se refait aujourd'hui, elle est en train de se revivre aujourd'hui, nous allons arriver aux conséquences de 98. Et les conséquences de 98, c'est quoi? C'est qu'on n'avait plus d'armée pour pouvoir éteindre ou gérer les velléités militaires et rebelles. Ça nous a poussé à un dialogue qu'on a appelé les dialogues intercongolais, les dialogues inclusifs. Ça se situe donc où on a été chercher une constitution, beaucoup seront d'accord avec moi, qui nous a énormément desservi que servi. Et quand on est dans la même situation aujourd'hui, vous vous en doutez le moins, que nous tendons vers ça. Parce que de toute façon, on n'a plus d'armée capable de repousser, permettez-moi de le dire, un petit mouvement rebelle comme les M23 qui n'a pas atteint 8000 hommes. Alors que si mes chiffres sont bons, à l'Est... Un mouvement rebelle. Oui, un petit mouvement rebelle. Un petit mouvement rebelle en termes d'émunitions, en termes d'effectifs d'hommes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 000 hommes à l'Est. Ils ne sont pas assez équipés. Ils ne sont pas équipés que les FARDC. Mais mieux que la MONUSCO, peut-être. Oui. Et de toute façon, tous les mouvements rebelles seraient mieux équipés que la MONUSCO parce que elle n'en a éradiqué aucun jusque-là. Mais la MONUSCO, ce n'est pas ma question, parce qu'on parle de la responsabilité congolaise. D'accord. Je crois qu'on peut avancer maintenant. Effectivement. Donc, je finis par là. Ça veut dire qu'à un certain moment, l'État congolais sera essoufflé, s'il ne l'est pas déjà, et sera obligé d'accepter la sortie des dialogues. Mais ces dialogues-là, ça sera autour de quoi? Autour de qui? Qui sont les belligérants? Parce qu'on a tous les armées d'Afrique. Vous avez appris que les Burundais se battent contre le Rwandais, quelquefois sur le sol congolais. Donc, ils doivent être associés à tout ça. Et ça va nous produire exactement ce qui a été autour des années 2002-2003. Et nous savons les conséquences de ces années-là, parce que c'est ça qui conditionne aujourd'hui notre niveau de vie sociale, notre niveau de vie politique, notre niveau de vie économique. Avec quelques nuances près, on va prendre le deuxième élément, c'est le 37e sommet de l'Union africaine, avec ce mini-sommet entre 3 États qui sont impliqués dans cette insécurité. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est exprimé devant ses pairs. Cette guerre n'est pas une invention de la RDC, une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du Rwanda et de ses complices.
On ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté ou d'un pays voisin. On ne va jamais négocier avec les M23. Je veux la paix, mais à n'importe quel prix. Ce mini-sommet n'a rien produit de concret, ni des résolutions, ni d'engagement de la part des États tiers, mais simplement des recommandations de reprendre la voie du diplomatique. Ces mini-sommets se terminent en queue de poisson, comme les négociations de Luanda, comme les négociations de Nairobi d'ailleurs. Jusque-là, on n'arrive toujours pas à s'entendre. Mais moi je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'on laisse la situation pourrir pour que cette fois-là, d'autres options ne soient pas envisagées. On laisse... Qui représente qui sont ceux qui laissent la situation? Il y a évidemment des commanditeurs de cette crise. Elle ne s'est fait pas toute seule. Il y en a qui tirent des ficelles. Il y en a à qui ça profite. Et ces gens-là, contrairement à nous, je suis d'accord avec vous là-dessus, passent du temps à réfléchir stratégiquement. Quand nous, on passe du temps à ne rien faire, à réfléchir positionnement politique. C'est ça notre faiblesse. Mais quel est votre avis par rapport à la posture de la RDC, la posture exprimée par le président Tshisekedi? C'est une posture de faiblesse, permettez-moi de vous le dire. C'est une posture de faiblesse et c'est bien fait pour ceux qui nous agressent. C'est bien fait pour ceux qui veulent nous voir comme ça. Parce que moi, je comprends ces mini-sommets à deux volets. Le premier volet, soit on est là en train d'assister à une forme de guerre projetée entre les intérêts des BRICS et de l'OTAN. Pourquoi je dis ça? Parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a deux pays qui sont des acteurs majeurs de ces mini-sommets. D'un côté, c'est l'Angola. D'un autre côté, c'est l'Afrique du Sud. Qui représentent deux intérêts en opposition en ce moment. L'Angola, on sait ses relations avec l'OTAN autour des questions pétrolières. Vous vous rappellerez de cette histoire des blocs. Et l'Afrique du Sud aujourd'hui, qui se démarque en tant que puissance africaine à devenir, et qui est un pays membre fondateur même des BRICS. Les BRICS, on sait que c'est les Chinois, c'est les Russes, c'est les Indiens. Tout ce qui représente des intérêts économiques en opposition avec l'OTAN. Soit ces mini-sommets n'a pas abouti parce que il y a cet affrontement-là. Chacun veut voir son association ou son organisation récupérer, tirer la RDC vers lui et que ça n'a pas marché. Vous avez d'ailleurs suivi que le président angolais avait dit qu'il va continuer en aparté les négociations. Ça ne s'est pas arrêté là. Au niveau des États partenaires traditionnels de la RDC, la France, les États-Unis notamment, ils tiennent ce discours. Le Rwanda doit arrêter de soutenir les M23. La RDC doit cesser de soutenir les FDLR et de combattre côté des FDLR, génocidaires qui veulent renverser le régime de Kigali. Déjà que est-ce qu'ils ne sont pas... Comment comprenez-vous ce discours? Votre lapsus est révélateur. Non, ce discours. Comment comprenez-vous ce discours? Non, mais votre lapsus est révélateur, parce que évidemment que c'est du double discours. Évidemment que c'est du double discours. Si nous, on soutenait les génocidaires, il y aurait un génocide bis au Rwanda. On sait que c'est un argument qui flatte énormément la culture européenne, occidentale, parce que le Rwanda était victime d'un génocide, c'est devenu un fonds de commerce. Mais qui nous ont amené ces génocidaires ici? C'est l'opération turquoise. Il faut le rappeler aux Français quand même. C'est eux qui ont amené ces gens-là. C'est quand même eux. Donc s'il y a une responsabilité de ceux qui doivent venir le prendre, faisons une opération turquoise 2. On va venir récupérer tous ces gens-là, on les ramène chez eux. Qu'est-ce que nous, on a à faire, dis donc? Combien d'opérations communes avec l'armée rwandaise a-t-on prises en République démocratique du Congo pour traquer les FDLR? Combien de fois? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit des Kabila parce qu'ils faisaient des opérations communes avec l'armée rwandaise pour traquer les FDLR? Déjà quand ils disent que le Rwanda doit arrêter de soutenir les rebelles, c'est une vérité ou pas? Oui, mais la réponse du Rwanda, c'est quoi? Les petits Rwandais, très arrogants, qui dit ne pas suivre les lignes, la demande des États-Unis. Et une Amérique qui se tue. C'est du double discours, tout simplement. Et ça m'intéresse moins, parce que tout le monde sait qu'on est dans un
jeu d'échecs et personne n'osera dire clairement ce que les gens pensent. Ça, c'est le premier élément. Donc, je disais, soit on est en train de vivre une guerre projetée entre l'OTAN et BRICS. Et d'ailleurs, il y en a qui pensent que s'il y a des négociations à faire, faisons-le avec l'OTAN. Deuxième aspect, soit on s'est fait piéger par, j'aime pas trop cette hypothèse, mais je dois le dire, par la frange africaine anglo-saxonne. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder aujourd'hui que la question de l'agression est totalement gérée aujourd'hui par un peu cette branche-là. On levait peut-être l'Angola, mais on sait qu'il est très proche des anglo-saxons. Ça veut dire qu'on a les États-Unis, le Kenya, l'Ouganda, on va enlever le Rwanda parce que personne ne veut l'associer, qui sont au cœur de la gestion de la crise. Et c'est un peu le même pays qui ont des banques. C'est un peu le même pays qui ont des intérêts miniers. Ça, c'est le deuxième aspect. Et c'est peut-être en raison de ça que ces mini-sommets n'aboutissent pas. Dans tous les cas, ces mini-sommets dépassent apparemment nos compétences politiques. Ces mini-sommets dépassent nos intérêts politiques. Ça veut dire que nous n'avons pas la maîtrise de ce qui se passe, de ces négociations. Et c'est ça ma plus grande peur. Parce que comme on n'a pas eu la maîtrise des négociations de 2002, en raison du fait que tous les groupes rebelles avaient des puissants commanditaires derrière eux, j'ai peur qu'on n'ait pas la maîtrise des négociations qui vont arriver. Et je veux alerter là-dessus. Qu'est-ce qui nous empêche de nous doter d'une armée capable de repousser les menaces? C'est la qualité de l'offre politique. Quand vous dites... qu'est-ce que vous voulez sous-entendre par là? Ça veut dire que depuis les années 90, depuis 30 ans ou 33 ans, nous n'avons pas eu une élite politique qui a priorisé ces questions-là. Vous n'avez qu'à regarder, on peut refaire très rapidement l'histoire des 90 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui montre? Vous n'avez qu'à regarder les questions prioritaires, les questions politiques prioritaires qui ont gouverné ces 33 années. Si ce n'est pas de la crise sécuritaire, c'est de la crise politique. Depuis 2006, on vit une situation extraordinaire, avec laquelle on vit d'ailleurs, la crise des légitimités à chaque élection. Chaque élection produit un président illégitime. Ça nous fait, non mais c'est comme ça, ça nous fait rentrer dans des discussions sans fin politiques. Ça alimente des débats médiatiques. Je suis tout à fait d'accord que notre profession vit, mais c'est dans le mauvais angle. Donc aujourd'hui, on est dans une répétition de l'histoire, avec cette que vous appelez illégitimité des institutions que nous avons connue à l'époque. Nous le vivons aujourd'hui, c'est parmi les causes de ce que nous vivons dans notre partie est de la RDC. Effectivement. Donc, si on règle la question politique, il y a des chances que la question sécuritaire se règle aussi. Bien sûr, parce que la question politique, c'est la question mère. La politique, c'est le domaine de l'organisation de tous les autres domaines de la vie. On ne peut pas vouloir construire une nation sans régler la question politique. Et vous allez voir que l'histoire des 63 ans de notre pays est une histoire de défaillance politique. Et il y a un élément très important qui est dangereux. C'est que en 2003, ce qui facilite les dialogues intercongolais, c'est l'envie des nouveaux acteurs à rentrer dans la scène. En 2003. En 2003. L'envie des nouveaux acteurs à rentrer dans la scène. Et on est exactement aujourd'hui, on a la même envie parce que le dialogue intercongolais peut permettre justement le débat de la transition vers la 4e République. Et tout le monde adore ces débats, y compris les jeunes qui arrivent. Vous voyez que nous sommes quand même dans une forme de transition générationnelle entre ceux qui ont commencé la politique avec la Conférence nationale souveraine, qui sont pratiquement aux dernières élections, 2028, ça va être peut-être la dernière élection présidentielle de beaucoup, et des jeunes qui émergent, qui veulent absolument rentrer en politique et qui ont envie de tout changer. Quel est le moment opportun pour que cette transition-là s'efface? C'est un dialogue. Simplement, ces dialogues-là, les formats qui arrivent, c'est pas le bon format.
Parce que ça sera un dialogue des belligérants, ça sera un dialogue de la crise. Et les dialogues de la crise, c'est un dialogue d'immédiateté. Le dialogue de 2002 en Afrique du Sud, c'est un dialogue où on a vu les opérateurs politiques, les groupes armés, tous autour d'une table, discutant de l'avenir du Congo. Vous voyez aujourd'hui un dialogue sous ce format-là, groupes armés, acteurs politiques, discutant de l'avenir du Congo. Effectivement. Sinon, comment on va finir la question de la crise sécuritaire au Congo? Voilà qui me ramène à la dernière question sur cette thématique, avant qu'on prenne la dernière, parce que le temps file. Proposer pour que nous ne subissions pas les erreurs du passé. Proposer pour que nous sortions définitivement de ce cercle que vous décrivez. J'avoue que je n'ai pas... D'abord, c'est pas vraiment mon rôle d'avoir une proposition politique. Je ne fais pas de la politique active. Mon rôle, c'est plutôt de mettre les éléments côte à côte pour permettre à l'élite politique, elle, par contre, d'avoir un regard autre que le regard qu'on a maintenant et de trouver la solution adéquate. Je n'ai pas la prétention... En tant que citoyen congolais, oui, soucieux de l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens qui meurent depuis bientôt 30 ans, peut proposer. Si tout citoyen congolais devrait tout faire par besoin d'amélioration de la vie sociale, on serait dans une anarchie terrible. Non, non. Donc que chacun fasse... En termes d'idées, que chacun fasse... c'est pas interdit. En termes d'idées. Je suis d'accord, mais que chacun fasse le job pour lequel... vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je n'ai pas de proposition. Mais moi, avant d'en arriver à la proposition, il faut qu'on comprenne la situation. Et mon rôle, c'est à ces niveaux-là. J'alerte pour qu'on comprenne la situation. Parce que il y a un aspect que les gens ne savent pas beaucoup, parce que ce n'est pas beaucoup dit. Les dialogues, comme nous l'avons vécu en 2002, comme nous pourrons le vivre dans les jours à venir, au-delà de l'aspect politique, a un aspect économique. Et généralement, c'est autour de la guerre minière. Très bien. Parce qu'en 2002, on arrive à la fin, permettez-moi de le dire, en 2002, l'essentiel de nos contrats miniers aujourd'hui ont été signés entre 2002 et 2003. Pendant le moment où nous dialoguons... Le code minier a été révisé un peu plus tard. Combien d'années plus tard? 2018. Voilà, exactement. Exactement. Et le code minier, c'est de 2002 aussi. 2002, révisé, avant le départ du président. Pendant que nous négocions, pendant que nous n'avions quasiment pas d'État, on négociait également d'un côté comment est-ce qu'on va vendre nos minerais, comment est-ce qu'on va les produire, comment. Et nous tendons vers la même situation qu'en 98. Ça veut dire que si ça continue comme ça, les pays peuvent risquer d'être pris de gauche à droite par différents mouvements rebelles, surtout qu'en ce moment, les velléités sécuritaires se globalisent un peu. Et l'enjeu, c'est que nous avons changé de partenaires en termes d'échanges miniers. Et aujourd'hui, ces partenaires-là ont besoin de renégocier les contrats miniers. Et quelle est la meilleure façon pour eux de renégocier ces contrats miniers pour plus gagner? Il faut mettre les pays dans un état d'ingouvernabilité pour que ces types de tentatives-là, des solutions, viennent. Et pendant que nous allons nous concentrer sur des problèmes sécuritaires et politiques, on va négocier les contrats miniers, on va peut-être réviser les codes miniers, on va réviser tout ce qui est comme législation. Ça se négocie déjà. Voilà. Déjà le contrat chinois, le plus grand, parmi les plus grands contrats du pays, est déjà renégocié. Voilà. Et nos matières premières, principalement, vont en Chine. Et moi, j'alerte là-dessus. Parce que... Voilà, je crois qu'on va avancer. Voilà. On doit avancer. Allons-y. L'heure. Alors, le prochain gouvernement. Le gouvernement qui succédera à Sama Lukonde, gouvernement Sama 2. Quel est le profil du prochain gouvernement? Un gouvernement qui sera à la hauteur des enjeux et défis de ce quinquennat. Comment vous le voyez? C'est une autre question des conflits. Premier élément, c'est que nous sommes dans une forme d'atmosphère politique à sens unique aujourd'hui. Ça veut dire que l'opposition n'existe quasiment pas. Tout le monde est dans l'union sacrée. Et tout le monde y est, on le sait, pour besoin des positionnements politiques.
Et ça va créer, si ça ne crée déjà pas, une forme de confrontation. On a vu, il y a quelques semaines, la crise entre le regroupement autour de Vital Kamere et l'UDPS un peu, et les autres. On a vu la crise entre l'ancien président du Sénat et l'actuel président de l'Assemblée nationale. Imaginez, faites une projection de cette crise-là autour des animateurs du gouvernement qui doivent répondre à la règle de la géopolitique nationale, ça veut dire l'équilibre en termes d'ethnie et tribus, qui doivent répondre aux règles de l'équilibre du poids politique. Ça, on l'a souvent vu dans chaque formation du gouvernement. Oui. Tous ces dossiers l'a mis sur la table. C'est pas et fini. On s'en sortait toujours avec un gouvernement de grande taille. Donc on est dans la même configuration. On est dans la même configuration, c'est pas fini. Et cette fois-ci, c'est particulier parce que beaucoup de ces partis, comme je vous ai dit, sont un peu à leur dernier virage. Ça veut dire que les quinquennats, ce quinquennat ici, c'est les quinquennats de tout ou rien. Tout le monde veut jouer sa dernière carte. Mais personne ne fait de cadeau à personne. Le chef de l'État dispose de son pouvoir qu'on appelle pouvoir discrétionnaire. Non. Oui. Pas pour constituer un gouvernement, parce que le gouvernement est l'émanation du Parlement. Non. Ça veut dire que le président de la République aura une liste faite par de regroupements qui constituent la majorité parlementaire. Mais bien sûr, il n'est pas obligé de tomber au niveau de cette liste-là qu'il y aura de problème. Il n'est pas obligé de tomber dans les mêmes erreurs. Il dispose quand même d'une certaine marge de manœuvre. Moi, j'ai hâte de savoir comment il va faire. Il dispose quand même d'une certaine marge de manœuvre. J'aimerais bien qu'on me dise comment il va faire. Constitutionnelle, parce que il n'est pas obligé, la Constitution ne l'oblige pas de prendre un Premier ministre qui vient nécessairement du Parlement. Moi, je parlais encore de tout le gouvernement. Et les premiers ministres, c'est encore plus compliqué. Parce que on a évolué sur les sujets, mais il y a un lien. Le nouveau Premier ministre a un rôle à jouer dans ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans quoi? Dans les questions sécuritaires que nous vivons et dans cette forme de poussée vers le dialogue pour des besoins de renégociation de tous les contrats miniers vers laquelle nous allons. Et le Premier ministre aura un rôle. Ça veut dire qu'au-delà de nos petites guéguerres intestines politiques, il y a l'œil de l'extérieur. Parce qu'il va falloir prendre quelqu'un qui a un regard vers l'Occident en termes de capacités de développement. Et vous savez que pour contrôler quelqu'un, il faut souvent prendre celui qui est faible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est fort probable que le Premier ministre soit quelqu'un qui n'a aucun poids politique, qui correspond à un critère ethnique qui respecterait la géopolitique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que les Katangais venaient d'être là. Ça pourrait peut-être convenir comme étant un Kivousien, peut-être dans un format de grand Kivu. Quelqu'un qui n'a aucun poids politique et qui ne sera redevable qu'à ceux qui l'ont imposé là. Et il va avoir un rôle, comme je dis, autour de ces questions-là, des négociations, parce que la priorité de l'Occident, dans cette forme de nouvelle guerre froide vers laquelle nous allons, c'est de contrôler les sous-sols, notamment congolais, parce que vous savez que quand on contrôle les sous-sols congolais, on contrôle la sous-région du Grand Lac. Surtout qui sont mauvais positionnement aujourd'hui au Sahel, qui est une réserve importante en Afrique en termes de sous-sol. Et s'ils perdent le Sahel et ils perdent la République démocratique du Congo, nous connaissons donc la prochaine puissance mondiale, ça sera la puissance qui va contrôler le Sahel, qui va contrôler la République démocratique du Congo. Donc le Premier ministre, ça va être extrêmement difficile quand je l'imagine. Et je regarde les responsables politiques, précisément le président. Extrêmement difficile dans son choix ou dans son choix, dans son travail. Dans son choix d'abord. On sait le travail qu'il va faire. Dès qu'il arrive là, on sait le travail qu'il va faire. Si c'est la partie congolaise qui gagne, on sait le travail qu'il va faire. Si c'est la partie extérieure qui gagne, on sait également le travail qu'il va faire. Mais c'est le choix. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi un peu, monsieur Dan, réfléchissons. Quel
est le rôle, quelle est la contribution, voilà, du rôle de l'informateur aujourd'hui? Si ce n'est pas une tactique de gagne-temps politique. Qui est-ce que l'informateur reçoit qui n'est pas dans une forme de majorité parlementaire déjà déclarée? Non, c'est une obligation constitutionnelle. C'est peut-être une obligation Et constitutionnelle. puis, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de regroupement qui a gagné les élections. Il n'y a pas de regroupement qui a gagné les élections Oui, mais législatives. ça, c'est des choses qui auraient pu se faire autrement. Moi, je fais de l'analyse politique. Permettez que je réfléchisse aussi sur ce qui n'est pas toujours visible. Donc, c'est une forme de gagne-temps. Et quand on gagne du temps en politique, généralement, c'est parce qu'on est face au dilemme. On est face... Lequel des dilemmes? Je venais de vous le dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aurait probablement pression d'ailleurs autour du profil du Premier ministre. Donc, Parce vous voulez que dire que le prochain Premier ministre, disons, l'étranger souhaite aussi avoir un Premier ministre? Effectivement. Pas tout étranger. L'Occident fait pression pour avoir un Premier ministre qui répond à ses besoins. Ce qui répond à ses besoins. Et je vous ai dit lesquels sont ces besoins. Ces besoins, c'est aujourd'hui la renégociation de tout le contrat minier. Imaginons un peu, dans quel scénario vous êtes en train d'imaginer cela? Un président, un chef d'une mission diplomatique appelle le chef de l'État pour lui dire nous voulons celui-ci ou celui-là. Ce ne serait pas une première. On l'appelle, on lui dit monsieur le Tshisekedi, nous voulons tel monsieur, par exemple. Ce serait pas une première. Ça se fait. Ça se fait régulièrement en Afrique. Je vous relaye une anecdote du président ougandais, Museveni, sur le conflit libyen, qui a dit que des chefs d'État africains en mission des bons offices pour un problème africain ont été retournés dans leur destination de départ par de responsables politiques aux États-Unis, par un coup de téléphone. Ils allaient pour résoudre un problème africain. On a appelé pour dire faites un retour. Qu'est-ce qui empêcherait ces gens-là qui peuvent faire rentrer autant de chefs d'État et de responsables diplomatiques africains à appeler par exemple un président comme le nôtre pour leur dire écoutez, ce serait bien que si la RDC veut des aides de gauche à droite, qu'on nomme telle personne parce que voilà, il a un profil qui correspond. Non, ça n'empêcherait pas. Déjà que ça se fait. Alors, face à ce que vous dénoncez comme pression extérieure et pression interne, comment trancher? Il faut beaucoup de courage au président de la République. Il doit avoir énormément de courage et user de sa sagesse. Parce que l'avenir de nos 30 prochaines années dépend énormément du virage qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Moi, j'insiste là-dessus. Quand on était en 1990, on ne s'en rendait pas compte. Mais c'est les événements de 1990 qui font le quotidien d'aujourd'hui. Et nous sommes pratiquement, je vous ai démontré ici, dans le même cas de figure. Donc, et c'est lui qui se retrouve là. Il doit prendre la chose à sa juste mesure. Avoir un regard sur l'histoire. Avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ne pas avoir peur de la crise. Quelquefois, la crise, c'est aussi une solution. Prendre des décisions extrêmement courageuses qui peut-être feront mal, un peu comme le pansement d'une plaie, mais qui pourront permettre que nos enfants qui vont venir dans les 30 années vivent dans un Congo on ne peut plus meilleur. Parce que, monsieur Den, si on ne prend pas la chose à sa juste valeur, si on ne fait pas attention à ce que je viens de dire tout à l'heure, je peux me tromper, je le souhaite d'ailleurs, on revivra le Congo que nous vivons aujourd'hui, et je serai votre invité 30 ans après pour vous dire que le même scénario se serait
en train de se répéter. Vous réfléchissez, vous dénoncez, vous décrivez des scénarios, mais vous n'avez pas de propositions concrètes à faire. Non, je n'ai pas de propositions concrètes. D'accord. Je n'ai pas de prétention. Le jour où j'aurai une proposition, je reviendrai peut-être vous voir, ou j'écrirai au président de la République. Si j'avais une proposition, ce ne serait pas non plus l'endroit de le faire, parce que c'est autant Pour le moment, vous ne stratégique. l'avez pas. Non, pour le moment, je n'en ai pas. D'accord. Et je ne pense pas que ça soit vraiment mon rôle, parce que je pense que l'élite politique n'a pas encore suffisamment compris la problématique. Quand on n'a pas encore suffisamment compris la problématique, on ne peut pas proposer. Il faille donc que nous comprenions la problématique, que nous comprenions que le Congo est une forme d'éternel recommencement historique. Ce qu'on a vécu en 60, on l'a vécu en 90. Ce qu'on a vécu en 90, on est en train de le vivre aujourd'hui. Et, je répète, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On va se retrouver quelques années ici à faire les mêmes erreurs. Et comme je vous ai dit, 30 ans après, on aura encore cette émission. Et je vous le dirai que je vous avais dit. Est-ce que le Congo, comme le pensent certains, risque de disparaître? Si on n'y prend pas garde, si on ne corrige pas les erreurs qui sont en train de nous déranger, depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le Congo peut disparaître, comme on l'a vu avec d'autres États à travers le monde, des États qui ont existé, qui ont fait la pluie et le beau temps, qui ont fleuri, et après un moment, ces États ont fané et ont disparu. Est-ce que le Congo risque de disparaître? Je ne crois pas à la thèse de balkanisation. Je n'y crois pas. Simplement parce que beaucoup d'éléments... Bien que les velléités... Oui, les velléités existent. Les velléités existent. Mais je ne crois pas qu'il existe de gens qui aient vraiment l'intention de balkaniser le Congo. Parce que le monde bouge à une vitesse qui est très peu contrôlable aujourd'hui. Et il est beaucoup plus difficile de gérer un Congo émietté que de gérer un Congo un. Mais je pense par contre que si on ne fait pas attention, nous vivrons à genoux pendant très très longtemps. Parce qu'un Congo en entier, essentiellement contrôlé, est un Congo beaucoup plus bénéfique qu'un Congo éclaté. La stratégie serait de ne jamais avoir une élite dirigeante suffisamment forte qui doivent avoir des missions. La première, c'est celui de l'avènement de la nation congolaise. Ça veut dire construire l'identité congolaise. J'insiste, l'identité congolaise. Très bien. Culturelle et politique. Et la deuxième mission, de construire la puissance. Parce que si nous n'avons pas ces deux pieds-là, un peu comme un être humain, on est appelé à disparaître. Le Congo, dans sa géographie actuelle, quand vous lisez tous les accords de la naissance du Congo, si elle n'est pas une nation, s'il n'est pas une nation, il n'est pas puissant, il est appelé à vivre sous les jougs de d'autres puissances parce qu'on est trop riche pour pouvoir vivre en désordre sous les regards non inquiétés des autres. Donc si on ne fait pas attention, ce qu'on va être, c'est des vassaux. On va être contrôlé essentiellement comme on l'est un peu aujourd'hui avec les autres, par les autres, pardon. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a épousé toutes nos minutes. On doit clore l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir donné votre avis sur ces questions qu'on a évoquées tantôt. Merci beaucoup, Elie Mondonga. Il est donc confrère, c'est un confrère, un journaliste que nous encourageons beaucoup. Merci beaucoup. Il est donc responsable, il est initiateur de la chaîne de télévision YouTube encore, Eco Télévision. Eco Télévision. D'accord. Merci. On espère que cette chaîne ira le plus loin possible. Nous espérons aussi. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin. On va donc se retrouver prochainement, toujours sur votre chaîne. Au revoir. Bonne nouvelle pour
na bandeko ya diaspora éparpillés à travers le monde kotina bongo comme facile eza le sous-souté au kata kayu okene kotelema na agence potinda bandeko mbongo na nzela ya application Sandwave o ezali très facile okoki ko télécharger à partir ya téléphone na yo kotinda bandeko o baza na Kinshasa République du Congo ba o baza na Congo Brazzaville République du Congo facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que soki o télécharger application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel management Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.